Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission Semaine Pro qui reçoit pour vous pour la 1e fois Dr Mohamed Ali Oubari. Il est le vice-président du BL, il est également politologue et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Avec nous, nous allons parler de la situation sociopolitique du pays et des élections qui semblent désormais parties pour se tenir le 30 juin 2013. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, première question, les opérations de révision des listes électorales viennent de s'achever. Est-ce qu'on peut dire que nous allons inexorablement désormais vers les législatives? Oui, écoutez, je ne veux pas être Madame Soleil, mais je ne pense pas qu'à l'allure où on va, qu'il y aura des élections le 30 juin. Pour une raison très simple. Même si la révision des listes électorales est terminée. Écoutez, il y a une confusion aujourd'hui dans Conakry ou à l'intérieur du pays. Les gens ne pensent pas que on fait une confusion entre un recensement et une révision. C'est-à-dire, apparemment, il est question de recensement, il n'est pas question de révision. Et on ne comprend plus rien. Et je ne pense pas à l'allure où on va, c'est-à-dire on est aujourd'hui le 14 mai, je ne pense pas qu'il y aura des élections le 30 juin, à l'allure où la CENI engage ses opérations. Pourquoi vous dites cela? Est-ce que techniquement ce n'est pas possible? Pourtant la CENI se dit disposée bien évidemment à aller aux élections. Non, mais on est habitué aux déclarations de la CENI, mais moi je vois sur le terrain, là je sors des quartiers de la banlieue de Conakry, il y a une véritable confusion. D'abord personne n'y va au niveau du recensement parce que les gens ont l'impression que c'est un recensement. On n'explique pas aux gens si c'est une révision. Par exemple, moi qui suis inscrit aux listes électorales du fichier des présidentielles, est-ce que je vais pour une révision ou un recensement? Donc il y a une véritable confusion. Et apparemment, il semblerait d'ailleurs que dans beaucoup de bureaux où les agents n'ont pas été payés, ils ne viennent pas. Là, je sais, par exemple, dans un quartier équipé, les agents ne sont pas venus depuis hier. Mais il y a des quartiers où les gens font la queue pour se faire tout à fait, recenser ou pour participer aux opérations de révision des listes électorales, comme selon ce qui est étonnant dans ce pays, est-ce qu'à 3 semaines d'un scrutin électoral, on peut encore parler de recensement ou de révision? C'est-à-dire, à mon avis, on aurait pu clôturer ça depuis, par exemple, janvier pour que les élections aient lieu entre le 30 juin. Et aujourd'hui, on est au mois de mai, c'est-à-dire à quelques 3 semaines ou 4 semaines, ou même un mois de scrutin de législative. On parle encore de révision et de recensement. Je pense que tout est fait pour ne pas qu'il y ait des élections le 30 juin. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment on peut aller à ces élections, d'autant plus que si vous observez ce qui se passe dans le pays, il y a un dialogue qui est entamé entre un facilitateur envoyé par les Nations Unies et les facilitateurs locaux. Ils s'entendent sur rien et je ne pense pas que tant que ce processus-là de facilitation n'est pas clôturé, je ne vois pas comment on peut parler d'élection. Alors, pour vous, ce sont plus des raisons politiques qui semblent, à votre avis, ne pas être tout à fait réunies, qui empêcheraient la tenue des élections législatives à la date du 30 juin, ou est-ce que c'est plus ça que des raisons, disons, techniques qui seraient à l'origine d'un report probable de cette échéance électorale, si tant est qu'il y ait report? Non, mais moi je pense qu'il faut quand même que les gens voient clair dans ce pays. Aujourd'hui, le RPG a été toujours un parti qui s'est spécialisé dans la manipulation politique. Aujourd'hui, on a mis dans ce pays une véritable confusion entre recensement et révision. Mais si on met ça de côté, parallèlement aux activités qui sont lancées par la CENI, on parle de facilitation. Mais comment on peut envisager d'organiser des élections alors que d'un côté, on est en train de mettre tous les acteurs politiques autour d'une table pour s'entendre sur le minimum? À mon avis, le président de la République il a eu tort, bien sûr poussé par les extrémistes du RPG, de fixer cette date du 30 juin. Il fallait attendre que la facilitation se termine, que tous les acteurs politiques se mettent autour d'une table, qu'on s'entende sur le minimum. Et à mon avis, à l'heure où on va, je ne suis pas, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas Madame Soleil, mais je ne pense pas qu'il y aura des élections législatives le 30 juin. Même si le pouvoir se dit disposé à aller aux élections à cette date? Oui, non, mais c'est-à-dire le pouvoir ne peut pas décider tout seul. C'est-à-dire si les principaux mais il y a des partis quand même qui ont demandé à leurs électeurs de se faire enrôler sur la liste électorale. Si vous prenez les résultats des dernières élections présidentielles, mais un parti qui est bien implanté comme l'UPR a fait à peine 1%.
Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut négliger, il y a une configuration politique en Guinée, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont implantés, l'URDG, l'UPR, le PDN, c'est des gens qui ont fait des résultats aux dernières élections présidentielles. Vouloir aller à des élections législatives sans des partis qui sont représentatifs, je pense que c'est un leurre et c'est l'objectif même du RPG. C'est d'arriver. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire est allée aux élections législatives sans le FPI de Laurent Gbagbo. Non, mais la Côte d'Ivoire, le schéma, le contexte politique ivoirien est complètement différent de ce qui se passe. En quoi justement le contexte politique ivoirien est différent de celui guinéen? Si vous prenez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, d'abord, il y a eu un fichier électoral qui a été fait, qui a été validé à la fois par le FPI et par l'ensemble de la classe. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont certifié le fichier électoral en Côte d'Ivoire. Et ils sont partis aux élections. Et les dernières élections législatives, c'est le FPI qui a décidé de ne pas y aller. Mais toute la classe politique, tous les autres partis sont partis aux élections. En Guinée, c'est même si le FPI a crié à une mascarade électorale. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui en Guinée, on ne peut pas, je ne vois pas comment le RPG peut estimer, sauf leur objectif, c'est d'avoir la majorité. Vous parlez implicitement de l'implication de la communauté internationale à travers les Nations Unies. Pourtant, cette communauté internationale, à travers l'Union européenne, demande à l'opposition d'aller au dialogue sans condition. D'abord, c'est en Guinée, je vais faire juste une petite parenthèse. C'est-à-dire, en Afrique, on a tort, on se fait une illusion sur la communauté internationale. La notion de communauté internationale, c'est une illusion. Quand on parle de communauté internationale, en fait, c'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Plus que si je prends le contexte guinéen, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les pays qui font frontière avec la Guinée. C'est ces intérêts de ces pays parce que ces pays ne souhaitent pas que la Guinée soit déstabilisée. Donc quand on parle de communauté internationale, ça ne veut rien dire. Donc on peut parler de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Chine, ainsi de la Russie. Donc aujourd'hui, dans le contexte guinéen, qu'est-ce que les gens cherchent? C'est-à-dire que la communauté internationale ne va pas venir résoudre les problèmes politiques guinéens. La communauté internationale ne peut qu'apporter son concours pour qu'il y ait une facilitation. Donc il ne faut pas rêver, c'est-à-dire M. Saïd Guinit ne va pas venir résoudre les problèmes guinéens. Mais apparemment, il y a une véritable mauvaise foi dans le RPG. Comme l'ont dit certains leaders de l'opposition, qu'il est venu en touriste. Non, mais moi je ne dirais pas ça, que d'abord c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, parce que bon... C'est un dérapage verbal d'avoir dit cela? Non, mais l'opposition, c'est-à-dire un homme politique est dans son rôle de critique. Mais ce que je veux dire... De critiquer même le médiateur. Mais tout à fait, c'est dans le rôle. Est-ce que ce n'est pas remettre en cause tacitement, justement, effectivement, le fait qu'il ait une marge de manœuvre, qu'il ait une chance de réussir sa mission? Non, mais ce que je voulais vous souligner, c'est qu'il n'appartient pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire des illusions. Ce n'est pas le facilitateur des Nations Unies qui va venir résoudre les problèmes guinéens. Il appartient aux acteurs politiques guinéens de résoudre d'abord leurs problèmes. Mais ce qui est navrant dans cette situation, c'est que le RPG a décidé d'aller aux élections et d'avoir une majorité à l'Assemblée, quels que soient les résultats, quelle que soit la manière dont les élections ont été faites. C'est un parti qui est un parti totalitaire. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait un engagement politique, parce que je considère que ce parti ne représente pas ce qu'on devait penser de la Guinée. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on pousse... On va parler de votre engagement politique. C'est-à-dire que le RPG veut absolument aller aux élections. Je pense même, c'est-à-dire que le facilitateur, qu'est-ce qu'il peut? C'est de venir réunir les gens. Mais aujourd'hui, l'opposition a parfaitement raison de dire, parce que le président de la République a pris un décret d'ailleurs qui est anticonstitutionnel. C'est pourquoi d'ailleurs le BL, on a saisi la Cour suprême pour demander l'annulation de ce décret. C'est un véritable mépris de la Constitution guinéenne. Parce qu'il fallait, si vous prenez l'article 18 du Code électoral, on dit c'est quand la CENI, le président de la CENI, a signifié l'ouverture et la clôture des listes électorales. Une fois que c'est fini, il demande au président de la République de prendre un décret. Aujourd'hui, regardez, le président de la République prend un décret pour le 30 juin et on parle en même temps de révision et de recensement. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, au Palais du Peuple en décembre 2010, il a prêté serment sur la Constitution guinéenne et il piétine le serment qu'il a, il piétine cette Constitution, il piétine le Code électoral. Donc c'est pourquoi on dit que c'est impossible. Et d'ailleurs, techniquement, la CENI n'est même pas prête. C'est un mensonge de dire que la CENI est prête pour le 30 juin. Et je pense, et je vous dis encore une fois, je suis prêt à faire le pari que vous voulez, il n'y aura jamais des élections législatives en Guinée le 30 juin. Je prends le pari aujourd'hui. Vous prenez le pari. Pourtant, le pouvoir se dit disposé à aller à ces élections et compte les organiser, advienne que pourra. Alors, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une situation compliquée pour la Guinée?
Non, mais aujourd'hui, le pouvoir en place est le parti. Compte tenu des divergences qui persistent encore. Il faut que le RPG comprenne une chose, que si malheureusement, c'est des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit, c'est-à-dire qui ne regardent pas ce qui se passe dans la sous-région. C'est-à-dire qu'il y a eu la Est-ce que l'opposition n'y est pas pour quelque chose? Non, mais écoutez, c'est pas l'opposition qui gouverne ce pays. Mais l'opposition, à travers ces manifestations de rue, semble paralyser les activités économiques. Le rôle d'une opposition, c'est-à-dire, écoutez, il y a une opposition, moi je ne dis pas que l'opposition a toutes les qualités, mais ça il suffit d'observer, là je parle en... Vous appartenez à cette opposition? Non, mais bien sûr, aujourd'hui je parle en politologue, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'opposition guinéenne est responsable de ce qui se passe en Guinée. Regardez, j'ai fait 1h30 pour arriver à ce lieu. Ça fait depuis 2010, il y a un parti qui est au pouvoir et le pays ne va très mal. C'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler à Conakry. Vous avez vu tous les délestages, les problèmes, les enfants sortent dans la rue parce qu'il n'y a pas d'eau d'électricité. On est à 2 ans et demi, 3 ans du mandat du RPG, du président actuel. C'est-à-dire qu'il n'a pas démissionné encore du RPG. C'est-à-dire qu'il est encore président du RPG. C'est pourquoi je parle du RPG. On ne peut pas mettre sur le dos de l'opposition guinéenne la mauvaise gestion aujourd'hui de ce pays. Donc je dis, aujourd'hui la CENI, à toute évidence, il suffit d'aller à l'intérieur du pays. La CENI n'est pas prête et rien ne sera prêt pour le 30 juin. C'est-à-dire c'est l'heure de dire ça. Et c'est pourquoi je dis personnellement, connaissant ce qui se passe dans la sous-région, toujours les élections, le processus électoral, les élections ont toujours entraîné des problèmes en Afrique de l'Ouest en général. C'est-à-dire que quand des élections sont mal faites, qu'il y a une contestation, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Donc je pense que le RPG... Vous pensez que les élections, à l'instar, les élections en Afrique, à l'instar... Partout elles ont été contestées. Les élections en Guinée, à l'instar des autres pays d'Afrique, sont des élections où sont des facteurs conflictogènes? Non, mais ce que je dis, c'est des élections qui sont mal organisées, où les résultats sont contestés par une partie. Cela peut entraîner une instabilité qui peut entraîner des violences politiques. Donc on a tout intérêt aujourd'hui dans ce pays, si on a évité des violences aux élections présidentielles, parce qu'il y a eu un sursaut de la classe politique qui a dit on met table rase sur les revendications, on accepte les résultats. Je ne pense pas que la classe politique actuelle aujourd'hui est prête à accepter n'importe quel résultat et n'importe quel processus à l'occasion des élections législatives. Donc le RPG et le pouvoir en place a tout intérêt à réfléchir à 10 fois avant de proposer l'organisation d'élections législatives. Si la classe... On ne peut pas contester aujourd'hui qu'il y a quand même des partis politiques, bien que aujourd'hui j'appartiens au BL, mais on ne peut pas contester aujourd'hui qu'au vu des résultats des dernières présidentielles, un parti comme l'UFDG, un parti comme l'USR, un parti comme le PEDEN, c'est des partis quand même qui sont représentatifs du paysage politique guinéen. Vouloir aller à des élections législatives sans ces partis, c'est un leurre, c'est-à-dire que c'est... On veut, et puis je peux vous dire une chose, c'est pas parce qu'il y aura une assemblée demain en Guinée qu'il y aura de la stabilité. Je pense qu'une mauvaise assemblée demain en Guinée va entraîner beaucoup plus d'instabilité politique qu'on ne connaît aujourd'hui. C'est pas parce que demain qu'il y aura une assemblée qu'il y aura la démocratie en Guinée. Si le RPG s'entête à mettre à l'Assemblée nationale une assemblée monocolore, je pense que, parce que leur objectif c'est quoi? C'est d'avoir la majorité et de faire passer toutes les lois dont ils ont besoin de faire passer. On a l'impression que la Guinée est dans un processus de perpétuel recommencement. On a l'impression qu'on ne tire jamais les leçons du passé. Est-ce que c'est la faute? Est-ce que les responsabilités sont partagées? Est-ce que c'est à la fois la faute du pouvoir, mais aussi de l'opposition, qui organise des manifestations, disons, hebdomadaires depuis quelque temps? Non, mais je pense que là, votre remarque est tout à fait justifiée. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, moi je me suis engagé en politique après avoir fait des années en géopolitique. Je pense qu'il est temps dans ce pays de faire émerger une nouvelle race, une nouvelle équipe de leaders politiques. Je parle même, quand je dis leader, je ne parle pas de personnaliser le pouvoir. Je pense qu'il est temps, je n'ai rien à reprocher à la classe politique actuelle, c'est-à-dire à l'opposition actuelle, qui travaille dans un contexte plus ou moins difficile. Mais il est temps, parce que si vous prenez le contexte politique... Donc quand vous dites la classe politique, non, vous faites allusion à l'opposition, vous excluez de fait le pouvoir? Non, mais le pouvoir, Alpha Condé... Le RPG? Mais le RPG était dans l'opposition, Alpha Condé était dans l'opposition il y a 3 ans. Ce qui refuse à l'opposition aujourd'hui, il le reprochait à Lansana Conté hier. Donc c'est pourquoi d'ailleurs les gens ne comprennent pas, c'est là d'ailleurs où personnellement, où moi je suis très choqué, parce que j'avais pensé que arriver au pouvoir, quelqu'un comme Alpha Condé qui s'est opposé, qui a vécu les affres du pouvoir Conté
qui refusait toute expression à la classe politique, je pense que lui, arrivé au pouvoir, il aurait au moins compris que ce qu'il a vécu hier, il faut qu'il laisse une place. Parce que dans un pays, si on veut parler d'état de droit, de démocratie, il faut laisser un espace pour la classe politique. Malheureusement, en Guinée, il n'y a pas d'espace pour l'opposition politique. Et pour revenir à votre question, il n'y a pas de loi de financement, par exemple, des partis politiques. Aujourd'hui, la classe politique guinéenne, les partis politiques, c'est des partis personnalisés. Ça, je comprends ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui crée un parti, qui a les moyens, on lui donne les moyens, il crée un parti. L'État, il n'y a aucune loi permettant le financement des partis politiques. Donc tout le monde, c'est-à-dire que moi, si je suis opérateur économique, je peux venir donner des millions ou des milliards à un parti parce que j'aime le leader, ainsi de suite. Et le leader qui a créé le parti, il gère le parti comme il peut. Donc il n'y a pas de loi permettant d'organiser le fonctionnement des partis politiques. Est-ce que c'est un problème qui peut avoir des incidences justement sur les problèmes politiques qui se posent dans le pays? C'est-à-dire que si vous prenez les dernières élections présidentielles, il n'y a aucun parti politique qui a développé un programme. Si vous vous souvenez, vous êtes acteur, vous êtes mieux informé que moi, si vous êtes journaliste, vous avez suivi la dernière campagne présidentielle, tout s'est focalisé sur des détails. Il n'y a eu aucun programme. Il n'y a aucun parti qui a dit si j'arrive au pouvoir. D'ailleurs, c'est même frappant, aujourd'hui, M. Alpha Condé arrive au pouvoir, c'est la preuve qu'il n'avait aucun programme politique. Pour au moins remettre de l'eau, remettre de l'électricité, essayer de faire une véritable politique agricole. Aucun parti politique n'avait un programme cohérent. Non, mais ils avaient peut-être des programmes dans les tiroirs, mais je dis, ils n'ont pas. C'est le contexte politique guinéen fait que les partis ont sillonné toutes les préfectures pour parler, pour haranguer les foules. Il n'y a aucun parti, à ma souvenance, qui a développé un programme politique en disant si nous arrivons au pouvoir, voilà la politique. Et l'exemple. Vous êtes un parti de l'opposition, mais est-ce qu'en disant ça, vous ne jetez pas de la pierre dans le jardin de vos collègues de l'opposition? Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à dire que l'opposition. Je n'ai pas dit ici que l'opposition est mauvaise et ici. Je dis, si vous vous souvenez, dans ce qui s'est passé dans les dernières campagnes présidentielles, parce que l'organisation politique en Guinée est faite de telle sorte que les partis n'ont pas le temps ou les moyens de développer leur programme. C'est-à-dire, si vous prenez les dernières élections présidentielles au Sénégal, si vous aviez suivi la télé, tous les partis sont venus développer. Macky Sall a développé un programme de gouvernement. Le PDS, pareil. En Guinée, non. Pourquoi? Parce que c'est personnalisé et c'est, je ne sais pas, et c'est lié aussi au pays. Parce que et cette personnalisation est-elle imputable au pouvoir en place? Non, pas du tout. C'est-à-dire que, regardez aujourd'hui le RPG, le président de la République, M. Alpha Condé, depuis qu'il est au président, il n'a jamais démissionné du RPG. Il n'y a aucune élection. C'est une réalité qui est commune à tous les partis politiques. Non, mais je dis, c'est-à-dire que vous prenez tous les partis, quand il y a un congrès, c'est pourquoi d'ailleurs, je suis parti au BL en disant on essaie de faire émerger une nouvelle formation politique où il n'y a pas de personnalisation du pouvoir. Et qu'on essaie de faire émerger de nouveaux militants. Parce que la jeunesse aujourd'hui guinéenne, il suffit de discuter avec elle, ils ont besoin de changement, ils ont besoin de voir d'autres figures. Mais pas pour dire on veut des dieux ou on veut des gens personnalisés. Non. C'est-à-dire qu'au BL, ce qui m'a le plus énervé au BL, quand je suis venu au BL, j'ai assisté à la première réunion du bureau exécutif, j'ai vu cette jeunesse. C'est des jeunes qui sont là, ce n'est pas des gens qui ont des moyens, mais ils ont une ambition politique, ils ont une volonté politique. Et ça m'a frappé, c'est pourquoi je dis, je réintègre ce parti pour pouvoir faire émerger dans ce pays une nouvelle façon de faire de la politique. On va parler tout à l'heure de votre engagement politique, mais revenons, si vous le souhaitez bien, sur la situation sociopolitique du pays. La semaine dernière, l'opposition a décidé de surseoir à sa manifestation qu'elle devait organiser jeudi 9 mai. Elle justifie cette décision par l'implication des partenaires au développement. Alors, est-ce que ces partenaires au développement peuvent influer sur les positions qui semblent inflexibles des deux côtés? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une erreur de croire que les bailleurs de fonds, la communauté internationale, c'est une illusion, vont venir régler les problèmes guinéens. Il appartient aux Guinéens de régler leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une véritable manque de volonté. Mais l'implication de la communauté internationale semble avoir infléchi la position de l'opposition, du moins la semaine dernière. Si j'ai bien compris, c'est que l'opposition a reporté, a suspendu la marche pour permettre, parce que les religieux sont venus, le médiateur, pour donner une chance à la facilitation. C'est pourquoi je dis, le pouvoir en place est fondamentalement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas imputer ça à l'opposition. Le pouvoir en place dirige le pays. Le gouvernement n'est pas dirigé par l'opposition. Mais le pouvoir accuse l'opposition de lui mettre les bâtons dans les roues, de faire en sorte que le pays soit ingouvernable, instable.
Écoutez, je vous donne un seul exemple, parce que c'est l'opposition qui empêche qu'il y ait de l'eau et de l'électricité en Guinée depuis 2 ans. Moi, je ne parle même pas du passé, je parle depuis 2010. Comment se fait-il qu'un gouvernement qui arrive sur le passé, c'est là que je vous dis que tout Alpha Condé a fait 40 ans dans l'opposition, apparemment, il n'avait aucun programme politique de développement de la Guinée. Pour raison très simple, parce qu'il ne faut pas être Madame Soleil, il ne faut pas être tout Guinéen qui est responsable, c'est qu'il y a des problèmes énergétiques et des problèmes d'adduction d'eau en Guinée. Quand on a fait l'opposition pendant des années, mais le minimum, on développe un programme au moins sur ces 2 secteurs-là. Moi, j'ai été frappé en Guinée, je venais en vacances entre 1995 et 1996, c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour Sidia. Je n'ai aucune affinité, d'ailleurs je ne le connais même pas, mais je venais ici en vacances, c'est les seules années où ce pays-là tournait sur les rails, c'est-à-dire le pays était géré, on sentait que le pays était géré. On va dire, bon oui, le programme était lancé, mais à l'époque, je me souviens, en 95-96, il y avait de l'eau et de l'électricité. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui s'est opposé pendant des années, qui arrive au pouvoir, qui n'a aucune politique de développement sectoriel sur ces domaines de l'eau et de l'électricité. On ne peut pas accuser l'opposition. Il appartient, mais c'est le rôle de l'opposition de s'opposer. On ne peut pas, d'abord, en plus, on ne peut pas demander à l'opposition. L'instabilité politique quand même empêche en tout cas la croissance de participer à la réduction de la pauvreté. Est-ce que ça c'est imputable à l'opposition? Non, mais comme certains dans le camp présidentiel le disent. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans les démonstrations économiques, c'est pas là mon rôle. Et tout le problème, l'instabilité politique vient de l'incapacité du parti au pouvoir de gérer ce pays. Alors, on ne peut pas imputer ça à l'opposition, c'est impossible. L'instabilité politique, ces manifestations récurrentes, quasi permanentes dans le pays, ne contribuent pas dans une certaine mesure à ralentir le développement économique ou les activités économiques dans le pays. Non, mais ceux qui gouvernent, s'ils ne sont pas conscients de ça, vous ne pouvez pas mettre ça sur le dos de la population ou de l'opposition. Je vous donne un exemple très simple. La dernière fois, j'étais dans un maquis, dans un restaurant où je suivais le match Bayern de Munich, Real de Barcelone. Bayern de Munich. Le match a commencé, 20 minutes ici, le courant est parti. Les jeunes sont sortis, ils ont tout cassé, ils ont mis les poubelles partout. Mais est-ce qu'on peut imputer ça à quelqu'un? On ne peut pas. À la limite même, il ne fallait pas amener le courant toute la journée. Mais vous avez des jeunes là qui ont moins de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont férus de football. Ils viennent devant une télévision, ils commencent à regarder un match. Au bout de 20 minutes, il y a une coupure de courant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imputer ça. Mais regardez ce qui se passe. Depuis 2 ans, le courant, c'est-à-dire la fourniture d'électricité, c'est plus détérioré qu'au temps du CNDD. Aujourd'hui, vous êtes dans les quartiers où les gens regrettent l'époque du CNDD. C'est quand même très fort pour que le RPG arrive à ce que la population guinéenne regrette le CNDD. Est-ce que vous pensez que justement le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, est-ce qu'en 3 ans, vous pensez vraiment que le RPG peut, en tout cas, résoudre tout ça en tant que parti au pouvoir? Personne n'a dit que le RPG ou le parti au pouvoir devrait résoudre les problèmes électriques et les problèmes d'eau en 3 ans. Est-ce que les problèmes d'électricité d'eau ne sont pas des problèmes générationnels qui nécessitent des années de réflexion? Non, écoutez, c'est-à-dire que moi, je dis, ce qui est effarant, ce qui est surprenant, c'est que le RPG est arrivé au pouvoir sans aucune politique de développement. Un pays, c'est une entreprise. Si vous ne mettez pas des gestionnaires compétents dans tous les domaines, des ressources humaines, ainsi de suite, un pays, c'est une entreprise. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a une gestion clanique, c'est-à-dire le RPG n'a pas compris qu'on ne gère pas un pays comme on gère un parti comme le RPG, qui est un parti purement, je dirais même totalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démocratie au sein même du RPG. Mais c'est le cas de toutes les formations politiques. Moi, par exemple, j'appartiens pas à l'UFR, mais l'UFR, c'est un parti national. C'est l'un des partis que je connais, que j'observe. Mais il n'y a pas un ancrage démocratique assez prononcé dans le parti non plus. Prenez les dernières élections présidentielles. Il y a des partis, l'UFDG a fait 43%, l'UFR a fait un pourcentage important. C'est-à-dire, je ne dis pas, je ne suis pas là pour dire, mais ce n'est pas ces partis qui gouvernent aujourd'hui ce pays. Le parti qui gouverne aujourd'hui la Guinée, c'est le RPG, qui tous les jours montre sa carence à la fois politique et sa carence de compétences au niveau gestion. C'est-à-dire, ils ont l'air aujourd'hui, toutes les nominations sont faites par copinage. On ne cherche pas la compétence. Le RPG est habitué, c'est-à-dire c'est familiarisé avec la médiocrité. Et malheureusement, on le paye. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis effaré que, par exemple, le ministre de l'administration du territoire prenne comme conseiller un type comme Makanera, qui n'est pas juriste.
et qui aujourd'hui à longueur de journée raconte des âneries dans toutes les radios guinéennes. Et c'est un conseiller spécial du ministère de l'administration territoriale. On pouvait trouver mieux. M. Alpha Condé a fait plus de 40 ans à l'étranger, il ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas des compétences des Guinéens, compétents aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malheureusement, mais le pays est géré par des gens qui sont médiocres. Et le RPG est familiarisé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre le problème d'électricité et d'eau. Mais je suis persuadé, avec une équipe normale, en 2 ans, même en moins de 2 ans, on peut résoudre les problèmes. Parce que c'est un problème, ce n'est pas un problème d'approvisionnement, c'est un problème de gestion. Une entreprise comme EDG ou la SEG, c'est des entreprises qu'il faut complètement nettoyer. Parce que c'est des entreprises qui sont gérées de façon anachronique. C'est un problème de malgouvernance, ce n'est pas un problème d'approvisionnement. C'est-à-dire vous prenez des gens aujourd'hui responsables, vous prenez des gens compétents, vous mettez derrière celui qu'on vient de nommer aujourd'hui à EDG, moi je ne le connais pas, mais le peu de renseignements que j'ai eu, tout le monde est unanime de dire que c'est un cadre compétent. D'ailleurs, il a demandé à ce que, avant qu'il ne prenne ses fonctions, il va faire un point, le bilan de ce qui a été investi, et s'il faut 10 ans pour qu'il y ait de l'eau en Guinée, il dira à la population. Mais EDG a été géré de façon clanique, de façon médiocre. Et la SEG c'est pareil, c'est-à-dire vous prenez aujourd'hui le dernier coordinateur d'EDG, il était à Paris il n'y a pas longtemps, il a fait une conférence de presse à Redongote et tout, il a dédicacé des livres, alors qu'il revient, on le remercie pour incompétence, alors qu'on l'avait décerné le titre de meilleur manager. Le titre, quand vous l'entendez même parler, vous demandez d'où il sort. Et comment on peut confier des problèmes énergétiques à des gens qui n'ont aucune compétence. Et le problème de la Guinée, c'est ça. Alors, et le pays amplifier cette médiocrité. Alors aujourd'hui, comment justement résoudre ce problème d'eau et d'électricité? Si vous étiez au pouvoir, comment vous allez vous y prendre pour résoudre ce problème d'eau et d'électricité? Écoutez, j'aurais fait, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de M. Sidia, que je ne connais pas, hein, c'est-à-dire, encore, je l'aurais dit, mais c'est pour quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, même quand je l'écoute, parce que c'est quand même, il est l'expression même de la compétence. C'est-à-dire, je ne parle pas de la personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un diagnostic très simple. Vous avez des cadres en Guinée ici qui connaissent, qui maîtrisent parfaitement les problèmes d'énergie et d'eau, notamment les problèmes énergétiques. Des cadres qui sont dans le pays. Il faut, à ce niveau-là, il faut faire un diagnostic de ce qui ne va pas, mais il faut privatiser de façon normale EDG, de séparer la production et la commercialisation. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez la même entreprise qui commercialise, qui produit. La preuve, ils ont mis de l'argent, des millions de dollars, il y a des pick-up partout qui circulent dans Conakry, c'est marqué EDG. Ils n'ont même pas un camion de dépannage pour aller dépanner les transformateurs. Mais quand vous prenez les factures de commande, vous voyez que c'est marqué bien des véhicules de dépannage. Donc il y a déjà une malgouvernance. Donc il faut faire un diagnostic de cette entreprise. Je ne pense pas que c'est un problème. Vous pensez que le pouvoir ne l'a pas fait? Non, mais ils l'ont pas fait. Non, mais bien sûr, mais à l'évidence, ils ne l'ont pas fait parce que les problèmes ne sont pas résolus. C'est-à-dire, à mon avis, le RPG s'est focalisé sur une chose, comment arriver au pouvoir. Comment porter notre leader au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir sans aucune vision. Et c'est ça d'ailleurs qui est dramatique. Vous discutez avec les jeunes, s'il y a les manifestations au niveau des quartiers de Conakry, c'est par le manque de vision. Regardez la dernière fois, en pleine tempête sociale, le président de la République va inaugurer un pont où on aurait pu envoyer même le chef du quartier. C'est pour vous dire que le RPG n'a même pas une priorité sur ce qu'il doit. Et à l'évidence, ce parti n'avait aucun programme de gouvernement, sauf ils peuvent me contredire et demain me sortir leur programme de gouvernement. Et c'est la preuve. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que tous les miniers sont partis. Rio Tinto, Fior, Vallée. Pourtant, toute l'époque de Lansana Conté, les 10 dernières années, c'était de la malgouvernance, mais les gens sont restés. Comment se fait-il aujourd'hui qu'après une élection présidentielle, on a porté au pouvoir quelqu'un qui a vécu longtemps à l'étranger et on voit tous les investisseurs qui mettent la clé sous la porte? Et c'est ça le drame, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, un pays c'est une entreprise, il faut mettre des gestionnaires valables. Et apparemment, le RPG, ce n'est pas un parti qui est apte, qui pourra apporter des solutions à la Guinée. Qui pourra apporter des solutions à la Guinée. Alors, une question, ces problèmes d'eau et d'électricité, est-ce que pour les résoudre, il faut avoir une baguette magique ou est-ce qu'il faut avoir une politique cohérente pour pouvoir les résoudre une bonne fois pour toutes, parce qu'on a l'impression que ce sont des problèmes qui reviennent sans cesse. Comment les résoudre une bonne fois pour toutes? Non, mais là, ça veut dire, quand je disais tout ça, il faut faire une analyse à tête reposée et lancer un vrai programme. Il faut savoir que les problèmes énergétiques en Afrique n'est pas propre à la Guinée.
faut savoir que des villes comme Dakar, Abidjan, Conakry, c'est des villes qui ont été surpeuplées. L'infrastructure énergétique qui était destinée à 300 000 habitants, aujourd'hui c'est la même infrastructure pour 2 ou 3, 4 millions d'habitants. Là je rentre d'Abidjan, Abidjan rencontre le même problème. Mais heureusement pour la Côte d'Ivoire, le chef d'État actuel avait une véritable politique de développement avant d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire il avait même annoncé son programme avec un chiffrage. Ils sont en train de résoudre le problème. Les problèmes énergétiques, et c'est ça le drame de l'Afrique. Quand je prends par exemple les mines, l'énergie et tout, depuis plus de 30 ans, plus de 50 ans d'indépendance, on n'a pas favorisé l'émergence d'entreprises nationales, c'est-à-dire des cadres africains capables de regarder la Guinée, on parle de bauxite de fer. Depuis combien de temps vous voyez ici des trains qui passent pour envoyer la terre, la bauxite, vers le port? Il n'y a aucune entreprise, on n'a pas favorisé l'émergence d'entrepreneurs guinéens capables. Et puis, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de formation, on résout tout par l'éducation. C'est-à-dire que c'est anormal qu'un pays comme ça, qui est minier, il n'y a aucune vraie école de formation professionnelle. Je parle bien d'école, je ne parle pas de l'école de géologie de Bokeh, mais vous prenez Sigiri, vous prenez le métier de l'or. Il n'y a aucun centre de formation au métier de l'or. Vous prenez le fer, on va exploiter le fer, on va prendre le fer brut, on va l'exporter. Il n'y a aucune transformation dans le pays. Tous les pays africains ont péché dans ce domaine-là, on n'a pas favorisé l'émergence de matières grises. Donc c'est pas africaines. Une spécificité c'est pas une spécificité africaine, guinéenne. Mais le problème de la Guinée est plus dramatique parce qu'il y a les potentialités. On ne peut pas dire, c'est même une aberration de dire que la Guinée c'est le château d'eau de l'Afrique 2, c'est même une insulte de dire ça à la population, parce qu'il suffit de circuler à Conakry pour savoir que ce n'est pas le château d'eau. Il n'y a pas d'eau dans Conakry. Il n'y a pas d'électricité. Donc, alors comment résoudre ces problèmes? Pour résoudre ça, il faut mettre une bonne fois pour toutes, et non pas les résoudre pour un temps. Mais c'est ce que je vous disais, pour vous dire que c'est possible, en 1996, M. Sidi Touré a réussi à le faire. Oui, mais après son départ, le problème... Mais donc c'est un problème, donc c'est un problème de malgouvernance. Vous ne pouvez pas imaginer que le directeur d'EDG, que son épouse puisse aller faire même un shopping à Paris. Sur les frais de qui? Sur les frais de quoi? Comment on peut estimer que quelqu'un qui gère une boîte, sa femme fait des courses à Paris? Et c'est ça le drame, c'est un problème de malgouvernance. Il faut mettre les hommes qu'il faut. D'ailleurs, c'est même militaire de dire ça, parce que ça me rappelle l'époque de sécurité, une époque noire de ce pays. Mais c'est vrai qu'il faut mettre des hommes valables, je vous disais tout à l'heure. Une entreprise, un pays, c'est une entreprise, c'est quelque chose de gestionnaire qu'il faut mettre en place, à la fois des gens qualifiés en gestion financière, en gestion de ressources humaines. EDG, il faut mettre les gens capables et d'abord faire un inventaire de ce qui ne va pas. D'abord, donc la gestion, la résolution des problèmes de l'électricité, c'est une résolution continue et permanente. Mais tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est facile, à mon avis, moi je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont travaillé longtemps à EDG, qui vous disent très clairement, c'est un problème facile à résoudre, c'est un problème de malgouvernance. Et le drame de l'Afrique et de la Guinée spécifiquement, c'est un problème de malgouvernance. Et vous prenez tous les secteurs, on vit le même problème, la malgouvernance. Il faut qu'on s'assure. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de donner une leçon à la sous-région en disant les biens mal acquis, ainsi de suite. C'est-à-dire les gens, vous-même, vous êtes mieux placé que moi pour savoir, vous prenez quelqu'un qui est ministre au bout de 6 mois, vous le voyez avec l'opulence. C'est-à-dire qu'il y a une véritable impunité à la fois sur la mauvaise gestion des deniers publics, il y a une impunité sur la violation des droits de l'homme. Donc c'est un pays d'impunité totale. C'est-à-dire que c'est le seul pays où vous verrez des fonctionnaires qui sont très riches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être fonctionnaire avec un salaire de 800 000 et 1 million et avoir 4 immeubles, 5 immeubles, des stations d'essence, et ainsi de suite. Il faut que les choses soient claires. Mais le problème de l'électricité en Guinée, DDG, c'est un problème de gestion. Ce n'est pas un problème... D'abord, bien sûr, il y a les infrastructures qui sont vétustes et tout, mais quand une entreprise est bien gérée, mais on anticipe, on rénove les installations. Aujourd'hui, à l'évidence, quand vous discutez avec tous ceux qui suivent le problème énergétique en Guinée, ils vous disent tous la même chose, que c'est un problème de gestion, c'est pas un problème d'approvisionnement. On dit toujours la même chose, mais on n'arrive jamais à trouver une solution. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Mais c'est là où tous ceux même qui soutiennent aujourd'hui le RPG et le professeur Alpha Condé sont très déçus. C'est-à-dire on espérait tous que malgré les conditions de son élection, qu'il y aurait eu un changement parce qu'il aurait apporté une autre ouverture. Mais malheureusement, il suffit de voir son entourage, il a récupéré la même équipe qui a enfoncé ce pays sous Lansana Conté. Donc on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, c'est impossible. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, même si cela peut être inspiré par une volonté de réconcilier les Guinéens et de tourner la page du passé.
Ouais, non, mais on ne peut pas tourner la page du passé sans lire entre les lignes. Et tout le drame de la Guinée, c'est ça. Sur le plan, par exemple, des droits de l'homme, on ne peut pas dire qu'on tourne la page sans avoir lu. Si vous prenez un Guinéen sur deux, ils sont tous victimes. Vous prenez l'autre jour, je rentrais d'Abidjan à l'aéroport, pardon, c'est un policier, un capitaine, qui m'a intercepté. Oui, monsieur Barry, droits de l'homme, oui, mais moi je suis victime de juillet 85. On n'a pas été indemnisé. Donc tous les jours, vous êtes interpellés par des gens qui ont été victimes. Donc on ne peut pas tourner cette page en disant il n'y a rien qui s'est passé dans le pays, on tourne la page. Il faut lire entre les lignes et traiter le passé. La façon de traiter le passé, c'est de mettre tout sur la table et dire voilà ce qui s'est passé en toute sincérité. Maintenant, les acteurs, les auteurs de ce qui s'est mal passé, les auteurs de ces violations sont identifiés, ils demandent pardon, ils sont sanctionnés et les victimes sont indemnisées et remis dans leurs droits. Alors, et après, on peut tourner la page. Le processus de réconciliation nationale traîne des pieds. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la machine fonctionne davantage afin que les Guinéens puissent parler d'une même voix? Non, mais il faut être clair ici, il n'y a jamais eu de processus de réconciliation en Guinée. Il y a quand même eu un comité de réflexion sur la réconciliation. Il y a une commission que M. Alpha Condé a mis en place, une commission de réflexion. Cette commission, si vous vous souvenez, même les dernières semaines, les membres même de cette commission, notamment l'imam qui a rendu le tablier, l'archevêque Vincent Koulibiarin, donc c'est des gens, on met en place une commission de réflexion, on ne leur donne pas les moyens de travailler. Ça ne sert à rien de créer des commissions. Et malheureusement, c'est toute l'histoire de ce pays. Depuis 2 ans, on crée des commissions, on prend des décrets. Ce n'est pas les décrets, ce n'est pas les commissions qui vont régler le processus. Un processus de réconciliation, il faut aller en profondeur, aller chercher le mal à l'intérieur même de la société guinéenne, faire émerger ce mal et le mettre sur la table pour pourquoi il y a eu ça en Guinée, pourquoi il y a eu le Cambouaro, pourquoi il y a eu le juillet 85, pourquoi il y a eu le stade du 28 septembre. Une fois qu'on a questionné ces problèmes, il faut mettre ça sur la table, sanctionner les auteurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont auteurs d'atrocités et qui se promènent en toute impunité en Guinée devant les victimes. Moi, je ne dis pas que tout le monde est présumé innocent, mais à partir du moment où quelqu'un est soupçonné d'avoir commis une infraction, il faut le mettre avec. Regardez, je prends un exemple très simple. Le colonel Diaby, le colonel Tchéboro, tout ça ont été cités dans des rapports. Moi, je ne dis pas qu'ils sont présumés innocents, mais ce n'est pas normal, comme le gouverneur de Conakry. À partir du moment où il est cité dans une affaire, le président de la République devait le démettre de ses fonctions pour qu'il trouve les moyens de se défendre. On ne peut pas aujourd'hui avoir un gouverneur qui est cité dans toutes les affaires de violation des droits de l'homme et qui reste gouverneur. Je ne dis pas qu'il faut le mettre en prison, mais il fallait l'enlever comme gouverneur le temps qu'il puisse se défendre pour apporter les preuves de son innocence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des victimes qui l'identifient clairement sur les violations dans le processus électoral. Alors, vous parlez de violations des droits de l'homme, pourtant il y a un département chargé de cette question. Est-ce qu'on est en droit de dire que la question des droits de l'homme a cessé d'être une problématique en Guinée avec l'existence de ce département ministériel? Vous savez, ça c'est une très bonne question. Monsieur Alpha Condé s'est mis dans la tête en disant si je crée un ministère des droits de l'homme, je crée une commission nationale des droits de l'homme, j'aurais résolu les problèmes de violation des droits de l'homme en Guinée. Tous les pays qui veulent se donner bonne conscience en Afrique créent des départements des ministères des droits de l'homme. C'est quelque chose, c'est une véritable aberration. C'est-à-dire aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre des droits de l'homme, il est empêtré. C'est une fiction. Mais bien sûr, il est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire tous les régimes. Vous êtes dans un pays. Il a plutôt une liberté de ton, il dénonce, effectivement. Il est inaudible. Mais vous ne pouvez pas. Oui, enfin, depuis quelque temps, il semble être inaudible. Vous prenez, je vais vous donner une anecdote très simple. J'étais en France quand Mme Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme. Moi, j'étais au ministère de la Justice. Je l'ai rencontré et il était question, comme le secrétariat d'État venait d'être créé, j'ai postulé pour aller travailler dans son département. Entre-temps, M. Sarkozy a décidé de faire un voyage en Chine. Dans l'avion, M. Sarkozy l'appelle, ce qu'il raconte même dans son livre. Il dit voilà. Il y a une balance. D'un côté, il y a 6 milliards de contrats, c'est-à-dire Airbus, Alstom, c'est-à-dire le TGV, et puis 3 ou 4 Chinois qui sont en prison en Chine. La balance est faite, il a dit, vous me laissez tomber les droits de l'homme. Quand elle est venue, elle a rendu le tablier. La ministre
burundaise des droits de l'homme qui est une amie, quand elle était ministre des droits de l'homme, quand elle est partie, elle a dit prendre. C'est-à-dire vous avez un impératif. Et en Guinée, c'est encore pire. C'est l'État qui viole les droits de l'homme. L'État crée un ministère des droits de l'homme. D'ailleurs, il est empêtré dans des problèmes, il est entre le marteau et l'enclume. Moi, je ne le condamne pas, c'est-à-dire il fait ce qu'il peut. Mais les pays qui veulent se donner bonne conscience créent des ministères des droits de l'homme. Il n'y a aucune raison d'être des ministères des droits de l'homme si le ministère de la Justice fonctionne de façon normale. Il appartient quand la justice est équitable. Donc, département pour rien du tout. Mais bien sûr, c'est budgétaire. Et puis la preuve, vous l'entendez là, on lui a dit de se faire depuis un moment. Vous l'entendez plus, le ministre des droits de l'homme. Mais vous ne pouvez pas, l'impératif vous êtes dans un État... Donc c'est pas un écran de fumée, le fait d'avoir créé ce département ministériel... Mais ça n'a aucun sens. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai été surpris qu'il ait accepté ce poste. Je suis surpris. Moi, on m'aurait proposé ce poste, j'aurais refusé sur le tas. Bon, bien sûr, c'est délicat. Peu de gens refusent des postes ministériels. Mais à vouloir prendre un poste de ministre de la Justice, de droits de l'homme, dans un pays où c'est l'État lui-même qui est le principal violateur des droits de l'homme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'un côté la solidarité gouvernementale, oui, et de l'autre vous avez la violation des droits de l'homme. C'est impossible de réconcilier. Et d'ailleurs, je dirais c'est la France, les États-Unis, pour amuser l'Afrique, demandent aux Africains de créer des ministères de droits de l'homme. Vous créez un ministère de la Justice qui fonctionne, à partir du moment où vous avez un système judiciaire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas en Guinée. Et le procès du 19 juillet montre à l'évidence qu'il y a une véritable carence du système judiciaire en Guinée. Si moi je rentre de Côte d'Ivoire, tout le monde rit au nez de la Guinée par le procès qui se passe le 19 juillet, par le ridicule du procureur, par le ridicule du président de la Cour, ou les avocats de la partie civile, mais c'est vraiment un ridicule. Et derrière créer un ministère des droits de l'homme où tous les jours vous avez une violation permanente des droits de l'homme en Guinée, il n'a aucun moyen d'agir. Il suffit d'avoir un véritable système judiciaire qui fonctionne, qui est équitable. On n'a pas besoin d'un ministère des droits de l'homme. On n'a pas besoin d'un ministère des droits de l'homme. Eh bien, c'est donc sur ces mots que nous allons refermer portes et fenêtres de ce numéro de Semaine Pro. merci beaucoup à vous, docteur Mamadou Aléobari, d'être venu de nouveau sur ce plateau. Je viens tout le temps chez vous parce que c'est une émission que je trouve qui est bien structurée et bien menée. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce numéro de votre émission Semaine Pro, un numéro que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous et à toutes.